Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure mythique de la lutte d'indépendance pour l'Écosse. William Wallace. En 1296, l'Écosse est soumise par les troupes d'Édouard Ier, roi d'Angleterre. La résistance à l'occupant anglais se cherche un chef. Ce sera une tête brûlée surgie de l'Ouest. Vous voulez en savoir plus sur William Wallace? Venez avec moi. Depuis que le personnage a été popularisé par Mel Gibson dans le film Braveheart en 1995, William Wallace est devenu une des incarnations du combat des peuples pour leur liberté. À la fin du XIIIe siècle, l'Écosse est passée sous la coupe du roi d'Angleterre, Édouard Ier. C'est lui qui, en 1292, alors que le trône écossais est vacant, arbitre les deux descendants du roi David, qui se disputent la succession, Robert Bruce et John Baillow. Le roi d'Angleterre choisit John Baillow. En contrepartie, celui-ci lui prête serment de fidélité et le reconnaît comme son suzerain. Le pays du Chardon devient ainsi un royaume vassal du roi d'Angleterre. Ce n'est que dans un second temps que Baillow est intronisé à Scone, selon le rite suivi par ses prédécesseurs. Édouard Ier aurait pu se contenter d'une situation qui confortait sa position hégémonique dans les îles britanniques. Depuis le XIIe siècle, une partie de l'Irlande était occupée par les Anglais, qui, au prix de campagnes répétées, avaient fini par soumettre le pays de Galles dans les années 1280. Mais le roi d'Angleterre en veut plus, toujours plus. Son attitude envers John Baillow est rude, voire humiliante. Résultat, en 1295, excédé, l'Écossais conclut un traité d'alliance avec Philippe le Bel. Or, sur le continent, le souverain français est entré en guerre contre le roi d'Angleterre, qui est aussi duc d'Aquitaine. En s'alliant avec Philippe le Bel, Baillow rompt de façon spectaculaire avec Édouard Ier. Au début de 1296, il va jusqu'à désavouer solennellement l'hommage qu'il lui a prêté en 1292. En représailles, le monarque anglais envahit l'Écosse et soumet son ennemi à l'été 1296. William Wallace est né vers 1270 dans une famille de propriétaires terriens du sud-ouest de l'Écosse. Son père était chevalier, noble mineur et vassal de James Stuart, le cinquième grand sénéchal d'Écosse. Selon la tradition, Wallace est né à Elderslie, dans le Renfrewshire. Wallace est traditionnellement présenté comme roturier dans les sources médiévales ultérieures, ou même comme un voleur ou un hors-la-loi dans les biographies posthumes. Mais c'est probablement parce que les écrivains écossais voulaient le dépeindre comme un homme du peuple et les Anglais comme un ennemi ignoble. Techniquement, Wallace est un hors-la-loi aux yeux des Anglais, parce que sa famille refuse de signer les listes compilées à l'été 1296, et tous les locataires écossais qui promettaient allégeance à la couronne anglaise. William Wallace, pour autant que nous sachions, ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. Les origines du nom de la famille Wallace et son association avec le sud-ouest de l'Écosse sont également loin d'être certaines, si ce n'est que le nom est dérivé du vieil anglais Wiltshire, qui signifie étranger ou gallois. Il est possible que tous les Wallace de la région de Clyde étaient des immigrants médiévaux du pays de Galles, mais il semble tout aussi probable que le nom de famille se réfère à des personnes qui étaient considérées comme étant galloises en raison de leur langue cubrique. Une tradition familiale affirme que Wallace descendait de la sœur de Saint Patrick, ce qui renforcerait la théorie des origines galloises. Édouard Ier, connu pour son tempérament ardent et sa confiance en soi, était surnommé Longue Jambe, en raison de sa hauteur, 1,90 m, une stature exceptionnelle pour l'époque. Le roi anglais avait déjà derrière lui un passé de combattant endurci. Il avait participé à la 9e croisade 1271-1272, avait aidé à vaincre les barons anglais, rebelles, qui avaient comploté contre son père, et avait combattu avec distinction au pays de Galles. Maintenant, Édouard Ier porte son attention sur l'Écosse. Un prélude à l'action militaire fut la décision d'Édouard Ier, en 1287, de commencer à expulser tous les Juifs de son royaume et de confisquer leurs biens, un coup de pouce important à son trésor de guerre. Puis, vers la fin 1290, une opportunité se présente à lui, une crise de succession en Écosse. Édouard Ier fut invité à décider qui serait le successeur d'Alexandre III d'Écosse, mort sans enfant.
La candidate légitime, sa petite-fille Marguerite, née en 1283, surnommée la Demoiselle de Norvège, meurt tragiquement lors de son voyage vers l'Écosse en septembre 1290. La maison royale de Canmore ainsi s'éteint, et les nobles écossais se bousculent pour le trône. Le roi d'Angleterre choisit simplement quelqu'un qui pourrait lui servir de marionnette en Écosse. John Baillow. Roi faible et inefficace, les nobles commencent à se rassembler autour de la famille Bruce comme alternative, dirigée à l'époque par Robert Bruce, grand-père de son plus célèbre homonyme. La rébellion était dans l'air, non seulement au sujet du roi, mais aussi à cause de l'imposition de lourdes taxes aux Écossais pour payer les campagnes anglaises en France, où la Gascogne était sérieusement menacée. Puis en 1295, les ambitions d'Édouard Ier subirent un coup dur lorsque l'Écosse s'allie formellement à la France. L'eau d'alliance était née. Avec ce renforcement, John Baillow se sent assez confiant pour renoncer à son allégeance envers Édouard Ier. La famille Bruce ne soutenait ni la rébellion ni le rejet de l'allégeance envers le roi. Pour reprendre son emprise sur l'Écosse, Édouard Ier conduit en personne une armée à Berwick en mars 1296 où, selon le chroniqueur du XIVe siècle Walter de Gisborne, il massacre 11 060 habitants de la ville. Édouard Ier jouit de l'appui des Bruce et à la bataille de Dunbar en avril 1296, John Baillow fut battu. Le roi écossais dépose les armes, fut dépouillé de sa couronne, puis enfermé à la tour de Londres. 3 barons anglais furent choisis pour gouverner l'Écosse. Édouard Ier en profite pour s'emparer de la pierre de Scone, qui était un symbole de la monarchie écossaise. C'est dans ce climat chaotique de guerre, de rébellion et de trône vacant que William Wallace fait son apparition. Le premier raid notable de William Wallace fut sur l'Arnaque en Écosse en mai 1297, qu'il attaque avec une bande d'une trentaine d'hommes. Dans la légende qui se crée autour de cet événement, ce raid aurait été organisé pour venger une attaque contre la fiancée de William Wallace et de l'assassinat d'un groupe de nobles écossais par les Anglais. William Esserling, le shérif anglais de l'Arnaque, fut tué dans l'attaque. Des raids plus réussis s'ensuivent notamment sur Scone et plusieurs garnisons anglaises entre les rivières Forth et Tay, avant que Wallace et ses hommes ne se retirent en sécurité dans les Highlands. Le plus grand triomphe de William Wallace fut de défaire une armée anglaise à la bataille du pont de Stirling, près du château de Stirling dans le centre de l'Écosse, le 11 septembre 1297. L'armée anglaise, qui comprenait au moins 300 hommes de cavalerie lourde, était dirigée par John Warren, comte de Surrey. Les Écossais étaient dirigés par William Wallace et Sir Andrew Moray de Bothwell, qui avait mené sa propre rébellion dans le nord de l'Écosse. Lors de l'habituelle négociation préliminaire avant la bataille, la légende raconte que William Wallace, plein d'assurance en utilisant les limites d'un étroit pont traversant la rivière Forth qui bloquait partiellement la progression de l'armée ennemie, William Wallace attaque l'avant-garde anglaise, isolée lorsqu'elle atteignit l'autre côté de la rivière. Contrainte de retourner au pont, cette structure s'effondre sous le poids des hommes, et beaucoup se noient dans la rivière, alourdis par leurs armures. D'autres récits de la bataille affirment que les Écossais détruisent délibérément le pont où les Anglais le firent pour empêcher les Écossais de les poursuivre de l'autre côté de la rivière. Quels que soient les détails, le résultat était clair, une victoire écossaise retentissante. Plus de 100 chevaliers anglais furent tués au cours de la bataille, dont le trésorier d'Édouard Ier en Écosse, qui fut taillé en pièces sur le pont de Stirling. William Wallace mène ensuite des raids dans le nord de l'Angleterre, attaquant Northumberland, Cumberland et lançant des sièges sur les châteaux d'Arlwick et de Carlisle. Il était tellement confiant dans le contrôle de son royaume qu'en 1297, lui et Moray écrit des lettres aux commerçants de Lumbeck et de Hambourg, affirmant que le commerce international avec l'Écosse pouvait reprendre en toute sécurité. En mars 1298, William Wallace fut fait chevalier, probablement par Robert Bruce, comte de Carrick et le futur roi d'Écosse. En outre, Wallace fut nommé gardien du gouvernement écossais et commandant en chef des armées écossaises. Ces distinctions sont une bonne preuve que William Wallace n'était pas un roturier,
mais un homme avec d'excellents liens au sein de la noblesse écossaise. En 1298, Édouard Ier dirige en personne une armée de l'autre côté de la frontière. William Wallace avait constamment reculé plus au nord, évitant une confrontation directe, employant une politique de terre brûlée pour attirer l'armée d'Édouard Ier plus profondément en Écosse, où le manque de ravitaillement deviendrait un grave problème logistique. Les deux armées se rencontrent finalement à la bataille de Falkirk, le 22 juillet 1298. L'armée d'Édouard Ier possédait d'importants contingents d'archers, avec des arcs longs et une cavalerie lourde, et ceux-ci mettent en déroute les lanciers écossais, qui avaient été placés devant Callandar Wood, dans leur ordre de bataille familier de 4 schiltrons. Édouard Ier avait attaqué l'ennemi des deux côtés, ce qui provoqua la retraite en panique de la petite cavalerie écossaise. Archers et arbalétriers brisent les schiltrons de leurs tirs précis et mortels. Environ 20 000 Écossais furent tués contre 2 000 du côté anglais. Fait significatif, la plupart des nobles écossais survécurent et continuent la lutte. William Wallace échappe aussi aux vainqueurs, mais l'ignominie de la défaite l'oblige à démissionner de son rôle de gardien de l'Écosse. Les événements des années qui suivent sont très mal documentés. Avec un trône vacant, un conseil souverain fut constitué, comprenant William Wallace, John Comyn, puis Monseigneur Lamberton. Robert Bruce n'adhère pas à ce conseil dans un premier temps. Une partie du problème était que les Bruce avaient longtemps été des rivaux des Comyn, qui soutenaient les Baïlots. En revanche, Robert Bruce n'avait pas non plus pleinement appuyé Édouard Ier, et il semble avoir pris son temps pour mieux voir l'issue de ce que devient par la suite la première guerre d'indépendance. Après Falkirk et la démission de William Wallace, le conseil souverain fut guidé par Bruce et les Comyn, qui mirent temporairement leurs différences de côté. Robert Bruce se trouvait à un certain moment clairement du côté écossais et participe par exemple à l'attaque contre le château d'Ir, détenu par les Anglais. Cependant, en 1302, le mariage de Robert Bruce avec Élisabeth, fille aînée d'un allié d'Édouard Ier, signifie que Robert Bruce se range de nouveau aux côtés des Anglais, de peur que les alliés écossais de Baïlo ne réussissent à remettre l'ex-roi sur le trône. Robert Bruce avait lui aussi des vues sur la couronne. Édouard Ier avait employé plus de forces armées en Écosse en 1300, 1301 et 1303, récupérant le château de Stirling dans la foulée et donc la situation en Écosse. Après la débâcle de Falkirk, les nobles écossais évitent soigneusement toute confrontation directe avec les armées anglaises. Cependant, Édouard Ier arrivait à la fin de sa longue et active vie, et l'Écosse pouvait se permettre de prendre du temps. William Wallace, quant à lui, disparut du public, et bien qu'il fût recherché, il réussit à échapper à la capture jusqu'en 1305. Selon certains témoignages, il passe cette époque, basé dans les Highlands, à mener diverses attaques, tandis que d'autres sources affirment qu'il aurait fui en France. William Wallace part peut-être chercher un soutien financier et militaire français pour poursuivre la lutte pour l'indépendance. Une histoire encore plus improbable est que les héros écossais se seraient rendus à Rome, où il aurait plaidé auprès du pape une aide dans sa lutte contre les Anglais. William Wallace fut finalement capturé à Glasgow le 5 août 1305. L'homme le plus recherché d'Écosse fut traîné à Londres pour être mis en accusation de trahison envers la couronne à Westminster Hall. William Wallace aurait été obligé de porter une couronne de feuilles de chêne pour signifier son humble statut de hors-la-loi. William Wallace fut officiellement accusé de promouvoir l'allégeance de l'Écosse envers la France, ennemie de l'Angleterre. Accusé d'avoir tué des hommes, des femmes et des enfants innocents, y compris des membres du clergé, lors de ses raids dans le nord de l'Angleterre, et accusé d'avoir dirigé des armées contre la couronne anglaise. L'Écossais rejette les accusations portées contre lui et déclare qu'il ne devait loyauté qu'à son propre roi déchu, John Baïlo. Reconnu coupable de trahison, William Wallace fut condamné le 23 août à la peine de mort, la plus horrible qu'un tribunal anglais puisse imposer. Être pendu, éviscéré et écartelé. Tout d'abord, William Wallace fut déshabillé et traîné par les pieds par un cheval dans les rues de Londres. Une fois à Smithfield, il fut pendu,
mais libéré juste avant de mourir. Sur un banc, ses intestins furent tirés hors de son corps. Il fut ensuite décapité et son corps coupé en 4 quarts. La tête de William Wallace fut exposée au public sur le London Bridge en signe d'avertissement pour les autres. Et les 4 autres parties de son corps furent expédiées pour être exposées au public à Amberden, Berwick, Newcastle et Stirling, site de sa grande victoire. Pendant ce temps, Robert Bruce avait de sérieux doutes quant à son appui à la couronne anglaise. Il semblait très peu probable qu'Édouard Ier ne fasse de lui le roi d'Écosse. Au cours de l'année suivante, et probablement en secret, Robert Bruce commence à s'activer pour obtenir des alliés dans les rangs des barons écossais les plus importants et finalement il réussit à se déclarer roi en mars 1306. Il régnera jusqu'en 1329. Heureusement pour Robert Bruce et les Écossais, le successeur d'Édouard Ier, son fils Édouard II d'Angleterre, était militairement incompétent. Après avoir remporté une grande victoire à Bannockburn en juin 1314, Robert Bruce réussit à repousser d'Écosse de façon systématique les envahisseurs anglais, un château à la fois. William Wallace n'a pas été oublié et sa légende s'est propagée grâce à des ballades hippiques et très romantiques vers 1470. C'est cette ballade colorée qui constitue la base du film Braveheart de 1995. Une histoire importante de la vie de William Wallace. L'histoire de William Wallace fut écrite au XVIe siècle. Dans les années 1860, un monument gothique fut érigé à Stirling pour commémorer la réalisation de William Wallace. Comme on l'a vu, William Wallace, de son surnom Braveheart, était un chevalier écossais et héros national qui lutta pour l'indépendance de son pays vis-à-vis de l'Angleterre. William Wallace conduit une armée à la victoire à la bataille de Stirling Bridge en septembre 1297. Mais son supplice est atroce, le rendant légendaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.